Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur des histoires étranges de l'ère numérique. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien, et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce qu'on commence notre saison 3 avec Impact. Merci à tout le monde de nous avoir suivis jusqu'ici. On a eu une saison 2 incroyable et maintenant c'est le temps de se lancer dans les choses sérieuses pour la saison 3. On commence ce soir avec une collabo très attendue avec le Bureau des Mystères, qui est un podcast produit par Riviera Ferraille, animé par Charles et Mathias, deux charmants cousins de France. Donc ça faisait plusieurs fois qu'on nous demandait de faire une collaboration avec eux et finalement ça se passe ce soir. Et voilà. Le principe, c'est simple, c'est que Charles et Mathias vont nous raconter deux histoires exclusives pour Distorsion et nous, on va raconter deux autres histoires pour le Bureau des Mystères. Donc, si les fans de Distorsion veulent écouter nos deux histoires, ils vont devoir se rendre sur le podcast du Bureau des Mystères et vice-versa. Donc, quatre histoires pour le prix d'une ce soir. Cette semaine, la tournée de bière nous est offerte par Yann et on boit une lune de miel du Nibrou, qui est une bière forte, ambrée de type ale belge à 8% d'alcool. Toujours un peu la même saveur qu'on reconnaît dans les bières Unibrou. C'est une bière honnête, je vous dirais, une bière forte qui est excellente pour écouter Distorsion et le Bureau des Mystères. Si vous voulez encourager Distorsion, vous pouvez vous rendre au distorsionpodcast.com et faire comme Yann et nous offrir une tournée de bière. Vous pouvez choisir le forfait de votre choix et puis vous pouvez même nous suggérer une bière de votre région dans les commentaires sur PayPal. On a aussi un shout-out qui nous vient de Maude sur Apple Podcast après nous avoir donné un 5 étoiles. Elle nous dit « Premier podcast que j'écoute à vie et je n'ai pas pu m'arrêter. » Donc merci à toi Maude. Tant mieux si on a ouvert ton esprit envers tous ces bons podcasts qui existent sur la planète. Message d'intérêt public ici, Seb. Notre premier épisode régulier va arriver le 13 mars. Oui. Surveillez bien cela. On va aussi aborder une des histoires françaises les plus bizarres et inusitées, dignes d'un film hollywoodien. On a bien hâte de se lancer dans cette histoire-là. On vous en dit pas plus, mais je crois qu'il y a certaines personnes qui ont déjà sorti des indices. Oui, quand même. Et au cours de la prochaine saison, on va aussi lancer notre première collection de marchandises. La première collection va être une collaboration avec un artiste de la région de Seattle qui se nomme Mr. Willow, qui est spécialisé dans des illustrations dark, noir et blanc, à l'encre. Et puis, on veut en fait collaborer avec des artistes visuels pour éventuellement, au fil des ans, au fil des mois, sortir d'autres collections de vêtements. Donc, surveillez ça. On va mettre ça en place dans les prochaines semaines. On va vous tenir au courant. Mais je pense que ça va être très intéressant. Puis aussi, autre chose pour cette saison-ci, on va lancer des mini-distos, donc des mini-épisodes. Seb, si tu peux nous résumer ça. Oui, les mini-distos, ça va être des très courts épisodes, en fait, qui vont être issus de nos journaux d'enquête à moi et Émile, un peu notre journal intime, si on veut, qui viendront donner, dans le fond, ces capsules-là vont venir donner des mises à jour sur des histoires qu'on a déjà discutées ou des histoires qui sont un peu plus courtes qu'un épisode régulier ou toutes sortes de sujets en lien avec Distorsion et le numérique et les histoires étranges que moi et Émile, on va avoir le goût de discuter avec vous sous un format beaucoup plus court, plus rapide et pas instantané, mais disons qu'il se digère mieux si on veut qu'un épisode de Distorsion. C'est un peu un apéro, si on veut. Exactement. On sait qu'il y a plusieurs histoires, on se fait suggérer plusieurs sujets, tout ça. Il y a certaines histoires qui se portent moins bien à un épisode régulier de Distorsion parce qu'il y a moins d'informations ou parfois c'est des sujets d'actualité que nous, on aime bien couvrir, mais qu'on va pas couvrir dans le cas d'un épisode de Distorsion parce qu'il n'y a pas assez d'avancées. Donc, on va utiliser les mini-distos justement pour faire des épisodes un peu plus courts. Ça risque d'être en solo la plupart du temps. Donc, Seb de chez lui va réaliser ça et même chose de mon côté. Ça n'empêche pas qu'il va y avoir des épisodes de Distorsion constamment, des épisodes réguliers. Ça change rien. C'est juste un bonus encore parce que on aime ça vous en donner encore plus. Oh yeah!
Est-ce que t'es prêt, Seb, à te plonger dans cet épisode spécial avec le Bureau des mystères? Oui, monsieur. Allons-y. Nous sommes donc en ligne avec Charles et Mathias du Bureau des mystères et apparemment, messieurs, que vous avez même une suggestion de bière pour nous, là, vous vous êtes prêtés au jeu. Ouais, vas-y, Mathias. Bah, écoute, moi je suis en train de boire une très bonne bière belge, car c'est vrai qu'en France on a la chance d'être juste à côté de ce magnifique pays des bières qu'est la Belgique. Et je suis en train de boire une marque que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cassel. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une gamme de bières en Belgique où il y a la triple, il y a la blonde, il y a la brune qui est excellente. Première grande bière que j'ai bu. Et bien là, je suis en train de déguster une bière rouge qui est aux fruits rouges, qui est très douce, contrairement aux autres bières de la gamme Cassel qui sont tendance à être un petit peu lourdes. Celle-là est assez légère, assez douce et même un petit peu acidulée. Donc c'est très bon. Je dois vous avouer que je suis moins bière, sans doute moins bière que vous, sans doute moins bière que Mathias, mais j'ai quand même une petite bière, une petite recommandation que m'avait fait découvrir Mathias, je dois être honnête. C'est lui qui me fournit en bière, et c'est une Duchesse de Bourgogne, donc c'est une bière belge qui est brassée, pour être précis, à la frontière franco-belge. Donc on reste quand même un peu sur un thème assez français, qui a un relativement faible niveau d'alcool. Il me semble qu'elle est à 6%, et c'est une bière brune. Et alors j'adore les bières brunes. C'est parmi les bières, ce sont mes préférées. J'aime bien quand elles sont un peu épaisses, un peu lourdes, un peu épicées. En fait, mes bières préférées sont souvent des bières de Noël. Et là, c'est le cas de cette Duchesse de Bourgogne. Donc voilà, si je devais vous recommander une bière, ce serait celle-là. Merci beaucoup. C'est noté. Expliquez-nous, messieurs, en fait, qu'est-ce que c'est le Bureau des mystères? Quel est le concept derrière ce podcast? Alors, ça fait depuis exactement octobre 2017, donc en fait, c'est relativement récent. Et donc, le Bureau des mystères, en quelques mots, c'est un podcast qui veut recenser un peu tous les mystères qu'il y a sur le monde. Alors, je sais que vous êtes spécialisé en mystères et numérique. Nous, c'est vrai qu'on fait des fois, on fait des vieux fantômes, on fait des vieilles maisons hantées, des vieilles histoires qui ont très souvent. Moi, j'adore les histoires avec la CIA. Je sais que Mathias, il est très très fantôme, très maison. J'adore les fantômes. J'adore les fantômes. Je fais souvent des histoires de maisons hantées et des histoires que j'aime bien, notamment, je sais pas si vous connaissez les Sœurs Fox. C'est les sœurs qui ont inventé le spiritisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et elles ont une histoire assez fabuleuse. C'est-à-dire que c'est elles qui ont créé le fameux code spirit pour dire que l'esprit est là, frapper un coup, frapper deux coups. C'est elles qui ont inventé ça. Et elles ont ensuite démenti entièrement tout ce qu'elles avaient créé en disant que c'était un énorme canular, mais les gens ont continué à y croire. Et c'est parce qu'ils sont entrés dans une espèce de déni. Ils ont dit non, elles disent que c'est faux, mais c'est parce qu'il y a eu des pressions et en fait ça existe réellement. Et je fais plein d'histoires dans ce genre-là, notamment une femme qui a couché avec un fantôme, ou même, je crois que vous en aviez parlé Oui. dans Distorsion de Dear David. Oui. Ce monsieur sur Twitter, c'était un des premiers sujets qu'on a fait dans l'émission, et évidemment c'était un fake, et on s'en est rendu compte par la suite. Mais l'histoire était plutôt sympa aussi. Très intéressant. Moi, je suis plutôt tout ce qui tourne autour des théories du complot, j'adore ça. D'ailleurs, ce soir, je vais vous en parler un petit peu aussi. Et votre objectif, en fait, est de résoudre tous les mystères de l'humanité. C'est bien ça, hein? Vous classez un mystère après chaque épisode. Ouais, c'est ça. On essaie de donner un espèce de niveau de mystère à chacun des mystères, et de savoir s'il est encore mystérieux ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des mystères, une fois qu'on les a énoncés, une fois qu'on a raconté l'histoire, on se rend compte que l'histoire, elle est un petit peu terminée. Mais il y a des mystères qui continuent notamment un petit peu à perdurer. Donc ce soir, messieurs, vous nous avez amené deux histoires pour nous qui ont un angle numérique là, qui peuvent passionner les fans de Distorsion. Commençons par Charles, tiens, et par la suite, on aura la chance de discuter de d'autres sujets. Je sais que vous avez aussi des recommandations pour nous. Je sais qu'il y a certains sujets qu'on a couverts les deux, donc dont l'histoire d'Elisa Lam, entre autres. Et donc, on aura la chance d'en discuter un petit peu par la suite. Mais je vais lancer la balle à Charles qui va nous présenter sa première histoire non résolue. Alors, cette première histoire non résolue, j'en ai déjà parlé dans un épisode du Bureau des mystères. C'était un des tout premiers, c'était une histoire qui m'avait particulièrement fasciné. Et si je vous la raconte à nouveau ce soir, c'est pour vous mettre en garde, chers amis québécois, puisque vous n'êtes pas très loin
vous n'êtes pas très loin de cette histoire. Ce n'est pas une histoire québécoise, mais géographiquement, on est très proche puisque je vais vous parler d'une installation américaine qui est située en Alaska et qui serait alors potentiellement à l'origine de changements climatiques récents, notamment de quelques tempêtes, puisque les Américains se seraient potentiellement dotés d'une arme extrêmement puissante avec l'installation HAARP, qui est un projet à la base top secret. Donc HAARP, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est la High Frequency Active Auroral Research Program. Donc en français, puisque j'ai bien compris que la loi m'imposait aussi de le dire en français, programme de recherche aurorale active à haute fréquence. Et donc c'est une installation à la fois militaire et scientifique. Donc c'est l'US Navy, l'US Air Force et des universités qui travaillent sur ce projet. Et donc elle est située dans le sud-est de l'Alaska, dans la ville de Gakona, pour être exact. Elle a été construite en 1990 et a commencé à être utilisée en 1993. Et pour vous la remettre visuellement, c'est un gros parc d'antennes en fait qui sont au total au nombre de 180, mais qui fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que la particularité de HAARP, c'est d'être l'équivalent, je sais plus, il me semble que c'est 2 ou 3 terrains de football. C'est un terrain très grand qui regroupe donc un gros parc d'antennes, mais qui fonctionne comme une seule et même antenne. Et alors, ça sert pas à capter toutes les chaînes du monde, contrairement à ce qu'on pourrait croire de loin. Son objet, c'est d'étudier la ionosphère, l'ionosphère pour être plus exact. Et donc, l'ionosphère, c'est la plus haute couche de notre atmosphère. C'est ce qui nous protège, en fait. C'est un grand cercle d'électrons qui entoure la Terre. Et en fait, c'est une couche de notre atmosphère sur laquelle on avait en tout cas, au moment où HAARP a été créé, on avait relativement peu d'informations. Et HAARP servait avant tout à étudier cette ionosphère. Donc tous les atomes qui composent les gaz et voir de quoi elle était faite, pourquoi elle était devenue électrique, comment elle était devenue électrique. Donc c'était tout ça qui souhaitait être étudié à des fins évidemment militaires, puisque il s'agissait par exemple d'établir des liaisons radio transatlantiques. Vous voyez, par exemple, là, on fait un podcast transatlantique avec distorsion. Mais en fait, on utilise les technologies, on utilise HAARP d'une certaine manière, puisque c'est une sorte, en fait, si vous voulez, cette ionosphère, c'est une sorte de grand miroir d'ondes naturelles qui permet de faire se réfléchir les ondes radio. Donc, évidemment, nous, on fait ça par Internet, on va pas faire ça par radio, mais ça a été une des premières, disons, techniques qui étaient utilisées pour envoyer des ondes à l'international. Donc avant, enfin non pas forcément avant, mais en parallèle de ce que Internet permettait de faire, et ça permettait notamment des connexions, enfin des connexions à des réseaux militaires et surtout des échanges extrêmement sécurisés pour peu qu'ils aient été cryptés. Et surtout, ça permettait de ne pas utiliser de satellite. Donc, en plus, on est économe en énergie derrière. Et donc, la station HAARP, elle sert à monitorer en fait cette espèce de grand halo électrique qui entoure la Terre. Et ils utilisent la technologie donc dit Ionospheric Research Instrument, la technologie IRI, et d'autres techniques radioélectriques pour étudier en fait qu'est-ce qui se passe quand on envoie beaucoup d'ondes sur cette ionosphère. C'est-à-dire on est depuis la Terre, on est depuis le sol, mais si on envoie des ondes, de puissantes ondes radio, bah finalement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et il se trouve que l'installation HAARP envoie des rayons radio extrêmement puissants. Ils utilisent des ondes AM, mais ils utilisent aussi des ondes FM, mais ils envoient aussi des watts. Ils vont essayer d'agiter les atomes électriques. Vous voyez comment fonctionne un micro-ondes. Si je dis pas de bêtises, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, sauf qu'il n'y a pas de porte pour fermer. C'est-à-dire que c'est à l'air libre. Et ils sont capables d'envoyer la station HAARP à environ 3 600 000 watts. Donc c'est ce que j'ai lu quand je me suis renseigné. Très gros micro-ondes. C'est quand même, hein, oui. C'est un peu comme si tous les micro-ondes d'un pays fonctionnaient la porte ouverte. Donc évidemment, ça pourrait être dangereux. On conseille évidemment pas de faire ça. Mais du coup, c'est des très gros plats surgelés. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe finalement quand on envoie ces rayons électriques très puissants sur l'ionosphère? Et ben en fait, sont
caractère électrique à l'ionosphère permet de porter, de diffuser cette électricité et donc des informations à grande échelle et potentiellement on peut imaginer à toute la planète puisque l'ionosphère recouvre toute la planète. Donc ça pourrait être un moyen de communication extrêmement puissant. Les objectifs officiels de HARP, c'est de travailler sur évidemment l'amélioration de ces communications et notamment en cas d'éruption ou de tempête solaire, d'essayer de garder quand même des communications intercontinentales. Mais ils ont fait des découvertes. Et parmi ces découvertes, ils se sont rendus compte que s'ils envoyaient trop de rayons dans l'ionosphère, genre les plusieurs millions de watts qu'ils ont, eh ben elle peut se tordre, voire carrément être trouée, ou pire, si on projette trop de watts sur cette ionosphère, elle peut se durcir, se transformer en miroir parfait et balancer en fait les watts dans le sens inverse et être capable à ce moment-là de toucher des populations sur Terre. Enfin, ça, c'est en théorie, parce que évidemment, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas tester, et puis voilà, on ne peut pas non plus tomber dans les théories du complot, hein, puisque parmi ces théories du complot, il y en a plusieurs sur HARP. Hein, on n'est pas sans ignorer que nos corps, nos cerveaux sont très sensibles à ces émissions-là. Et selon plusieurs théories du complot, la fréquence qu'on utilise, notamment pour communiquer avec les sous-marins, serait exactement la même que la fréquence avec laquelle notre cerveau fonctionne. Et qu'en voulant communiquer avec des sous-marins, eh ben peut-être que HARP pourrait avoir des effets sur l'humeur de toute une population. C'est très bon, j'adore. Ça va, c'est pour ça que je voulais quand même vous avertir parce que vous n'êtes pas très loin en termes géographiques. C'est vrai. Donc, si jamais vous sentez que vous avez un petit coup de mou, ça peut expliquer des choses. Ça peut expliquer quand même, ça peut expliquer un petit peu des choses. Hein. Et il y a des théories du complot qui vont encore beaucoup plus loin puisque on pourrait imaginer, et il y en a certains qui l'imaginent, qu'on pourrait carrément griller comme dans un micro-ondes, hein, dire que le HARP se transformerait grosso modo en une espèce d'étoile de la mort, mais sur Terre, et qui enverrait un rayon qui pourrait frapper de manière mortelle des endroits très précis. Et c'est un écologiste alors qui a écrit un livre qui s'appelle Les anges ne jouent pas avec cette harpe, livre dont j'avais déjà parlé dans le bureau des mystères, qui est déjà un très bon titre de livre, hein, enfin, un jeu de mots comme ça, et qui s'appelle Nick Begich, et la quasi-totalité des théories du complot en fait viennent de lui. Ça vient de ce soi-disant directeur de l'Institute of Technology qu'il a en fait fondé lui-même. Donc il est directeur de l'institut soi-disant scientifique qu'il a lui-même fondé. Et il propose notamment ce Nick Begich sur son site web pour $200 des appareils qui vont pouvoir vous accroître vos capacités cérébrales. Donc, voilà, si jamais vous avez besoin d'accroître vos capacités cérébrales, il faut se tourner vers ce monsieur. Je pense que c'est pas cher, c'est 2 fois moins cher que la dernière console de Nintendo. Ah oui, c'est même moins cher qu'un stage vegan dans les Alpes, ça c'est sûr. Pour accroître nos capacités cérébrales, c'est clair que c'est pas cher. Et pour terminer finalement là-dessus sur HARP, sachez que par exemple Hugo Chavez, hein, l'ancien président vénézuélien, avait accusé les États-Unis d'avoir utilisé HARP pour causer le tremblement de terre à Haïti. Alors en fait, en réalité, quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas vraiment Chavez qui l'a dit, que c'était des gens autour de lui qui l'ont affirmé, et que, plus fort encore, l'ouragan Sandy, hein, qui avait touché les États-Unis en octobre de 2016, si je dis pas de bêtises. Je pense que oui. Avait été provoqué par Barack Obama. Carrément. pour empêcher les personnes âgées de pouvoir se déplacer pour voter. Bien sûr. Ça fait du sens, ça. Et oui, c'est tout à fait ça. Barack Obama qui est lui-même reptilien, ne l'oublions pas. Voilà, oui, c'est vrai, exactement. Évidemment. Et donc, pour terminer, hein, HARP a arrêté ses activités en mai 2014, notamment faute de budget, mais aussi sans doute faute d'intérêt réel. Hein. Au moment où Internet est développé à un tel point, peut-être qu'envoyer des informations dans l'ionosphère, ce n'est pas si intéressant que ça. Donc, ça a été transféré à l'université d'Alaska, finalement, en août 2015.
Et en août 2016, le complexe HARP avait ouvert ses portes aux visiteurs pour faire taire un petit peu ces théories du complot, mais ça n'a été repris finalement que par des universitaires. Apparemment, l'armée ne serait plus impliquée. Ce qui est génial dans cette histoire, c'est que toutes les théories du complot viennent d'une seule et même personne. Ça me fait un peu penser à ce qui s'est passé avec le fameux effet Mandela, où tu as une espèce de pseudo-psy qui a récupéré le phénomène des faux souvenirs et qu'on a créé une théorie des univers parallèles. Je trouve ça génial comment une personne peut créer toute une histoire et tout le monde après tombe dedans et commence à dire mais oui, moi aussi je pense que c'est ça. Et puis surtout avec des arguments quand même qui sont certes fallacieux, mais qui se basent sur un potentiel scientifique, disons qu'il y a un potentiel scientifique derrière, une sorte de base scientifique plausible qui font que les théories du complot partent de là. Et moi je trouve ça toujours assez génial de se baser sur quelques trucs pour extrapoler comme ça. Oui, ben carrément. En fait, la plupart des théories du complot viennent d'événements qui sont arrivés pour vrai. Lorsqu'on parle justement des expérimentations du HARP ou même de la théorie du complot des chemtrails, là, vous savez, là, la fumée qui sort des avions qui serait, selon certains, du poison ou des produits chimiques qui seraient déversés sur la population afin de nous contrôler, eh bien, il y a quand même un fondement réel à cette conspiration-là. On sait que San Francisco a été testé à une certaine époque où il y a vraiment des bactéries qui ont été déversées sur toute la ville de San Francisco. Il y a eu un mort et apparemment que tout le monde aurait subi, même si cette bactérie-là n'était pas très nocive, tout le monde l'aurait quand même contracté une certaine maladie en provenance de là. Même chose pour lorsqu'on parle du contrôle de la pensée et des expérimentations gouvernementales, le projet MK Ultra est un projet réel. Donc, il y a vraiment le gouvernement américain nous donne des bonnes munitions pour croire en ces conspirations. Ouais, exactement. Et c'est vrai que pour le coup, le projet MK Ultra, ça fait partie des trucs qui me passionnent le plus pour le Bureau des Mystères. Et c'est quelque chose qui est incroyablement compliqué en fait quand on se plonge dedans, parce que MK Ultra en fait c'est un espèce de label, mais il y avait entre 100 et 150 sous MK, donc MK Search ou autres, qui en fait étaient concrets, c'est-à-dire que c'était des liens avec des universités. Il y avait des cours de vaudou qui étaient donnés dans certaines universités en lien avec le projet MK Offen par exemple, et tout ça finalement débouche à un moment donné, il y a quelque chose qui perce un petit peu et qui va dans la théorie du complot. Mais oui, le projet MK Ultra, pour le coup, ça c'est pas de la théorie du complot, hein. Je crois que c'est Bill Clinton qui avait fait des excuses publiques vis-à-vis des expérimentations qu'il y avait eu sur le sol américain pour dire qu'ils étaient désolés que tout ceci n'ait pas été fait, disons, de manière tout à fait volontaire. Puis vous, il faut pas oublier, nous, on a le projet HARP qui est pas trop loin de chez nous, mais vous avez aussi le Centre européen de recherche nucléaire, le CERN, qui est pas très loin de chez vous. Faut se méfier aussi. C'est vrai que celui-là, il est peut-être moins sujet aux théories du complot, mais pourtant, il est sacrément impressionnant, hein. C'est vrai qu'on a cet anneau de combien? Il fait 40 ou 50 km de diamètre, qui est entre la Suisse et la France. Et dans lequel, évidemment, il y a des particules qui tournent à la vitesse de la lumière pour voir ce que ça fait. Alors, ceux qui ont vu l'un des films sur Netflix, là, j'ai oublié, The Cloverfield Paradox, le très mauvais dernier film là qui est sorti il n'y a pas de très longtemps, bah, c'est un accélérateur de particules dans l'espace aussi. Donc finalement, on n'en est peut-être pas si loin. Ah, puis on rigole, mais en attendant, s'ils arrivent réellement à créer un trou noir au CERN, c'est nous qui rentrons dedans en premier. Oui, effectivement. Ça va être les premières victimes. Malheureusement, si trou noir il y a en Suisse, personne ne sera plus là pour en parler. Malheureusement. Mais une chose qui amplifie aussi les conspirations, c'est Google, c'est l'Internet, avec le biais de confirmation qu'ils appellent. C'est que si, par exemple, tu crois à quelque chose, mais tu vas avoir tendance à googler ce que tu crois. Et donc, tu vas tomber sur des pages ou des articles qui vont corroborer dans le sens dans lequel toi, tu crois que cette théorie-là. Donc, ça va amplifier puis ça va confirmer. C'est pour ça que ça s'appelle un biais de confirmation. Tu cherches la réponse. Tu as déjà la réponse dans ta recherche. Donc, ça n'aide pas du tout au phénomène. Ça l'amplifie énormément.
Exactement. Oui, puis alors pour le coup, Google a ce problème aussi de fonctionner par popularité et de ne pas avoir de catégorie de ce qui serait de l'ordre du vrai ou du faux dans la manière dont il classe les informations. Et c'est vrai que du coup, ce qui tombe en première page, c'est souvent ce qui est le plus populaire. Et parfois, ce qui est le plus populaire, les gens cliquent parce que ça les fait rire ou parce qu'ils veulent avoir une information, parce que le titre est alléchant, tout simplement. Oui. Et du coup, remonte dans les premières pages de Google souvent beaucoup de bêtises. On l'avait vu quand on avait fait notre autre émission. On a un autre podcast qui s'appelle Inspiré de faits réels où on parle de films d'horreur inspirés de faits réels et on avait fait un épisode sur ça dans lequel on réfutait la grande théorie selon laquelle le personnage du clown tueur serait inspiré du serial killer John Wayne Gacy. C'est un truc qu'on voit souvent passer sur Internet. Il y a beaucoup de médias dits sérieux qui ont repris l'information. Et c'est vrai que nous, quand on a cherché, quand on a fait les recherches sur l'épisode au début, on est pas mal tombé sur ça, sur le bouquin de Stephen King. Le personnage principal est inspiré de John Wayne Gacy. Et en fait, en creusant, on se rend compte que en fait, Stephen King n'a jamais dit ça. Et que l'origine de son personnage ne se trouve absolument pas dans ce serial killer. Pourtant, comme plein de gens semblent le croire et pensent l'avoir vu quelque part, alors en fait, ils l'ont vu nulle part, ça devient comme une information. Et on le retrouve partout sur Google quand on commence à chercher des informations sur ça. Ouais, le fake news est un peu le mal de l'époque actuelle. Ouais. Malheureusement, je sais pas si les 19e dans vos auditeurs, mais c'est un problème qu'on retrouve déjà dans la presse du 19e siècle. Et d'ailleurs, il y a des très forts liens France-Canada là-dessus et France-Québec, puisque beaucoup de la presse du 19e siècle québécoise était en fait de la presse européenne importée. Et il y avait beaucoup de bêtises. Et il y a beaucoup d'histoires européennes qui ont circulé au 19e et 20e siècle au Québec à cause des fausses histoires françaises. Donc intéressant. Il n'y a pas que Google qui est en cause là-dedans. C'est vrai. Merci beaucoup, Charles, pour cette histoire passionnante. Et je passe le micro maintenant à Mathias, qui a aussi une histoire exclusive pour nous ce soir. De quoi on parle, Mathias? Je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée principalement sur YouTube. On n'a pas me parlé sur le YouTube français, le YouTube belge et le YouTube suisse, donc c'est les 3 pays frontaliers. En fait, l'histoire a commencé le 12 novembre 2017, quand un YouTuber suisse, sans doute le plus connu d'entre eux, qui s'appelle Le Grand JD, a mis en ligne une vidéo d'Urbex qui s'intitulait « Une nuit dans un vrai manoir hanté ». Et il explorait effectivement un manoir abandonné et soi-disant hanté en Belgique. Alors déjà, le grand JD s'appelle en réalité Julien Donzé. C'est un monsieur qui a 1,7 million d'abonnés à l'heure où je vous parle. Quand même. Oui, quand même. Et il est sur YouTube depuis 2009 et il propose des vidéos qu'on pourrait qualifier de grande qualité puisqu'elles sont souvent bien montées, bien filmées, bien réalisées. Alors c'est assez divers. Des fois, il fait des vidéos humoristiques, des fois, il fait des parodies, des fois, il fait aussi des vidéos dans des lieux dits hantés et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Il est notamment allé sur l'île de Poveglia en Italie, dans la forêt d'Aokigahara au Japon et dans divers lieux en Suisse et en France. Et ce qui plaît au public du Grand JD, c'est qu'il a une approche qui n'est absolument pas sensationnaliste. En fait, il y va avec son matériel, il y va souvent seul, et il essaye d'entrer en communication avec les esprits. Il analyse tous les bruits suspects, et à chaque fois, il trouve des explications rationnelles. C'est pour ça que sur ces sujets précis, il a la réputation d'être plutôt sérieux et de ne pas faire du fake. D'ailleurs, il n'y a pas de musique d'ambiance qui fait peur la plupart du temps dans ses vidéos, il n'y a pas de trucage, enfin, c'est du bon boulot, quoi. Et dans toutes les vidéos qu'il a faites, il s'est jamais rien passé de surnaturel, enfin il s'est jamais rien passé qu'il n'a pas pu expliquer, en tout cas. Mais dans celle qu'il a publiée le 12 novembre 2017, petite surprise, on entend des coups inexpliqués. Et là, le Grand JD, qui est souvent seul sur ses tournages, n'est pour une fois, comme par hasard, pas tout seul. Là, il est accompagné d'une autre youtubeuse, qui s'appelle Jill Vandermeulen. Alors Jill Vandermeulen, ça parle peut-être aux Français et aux Belges, mais je pense qu'au Canada, pas trop. Jill Vandermeulen, donc sa chaîne YouTube s'appelle Silent Jill, mais avant d'être une youtubeuse, on l'a surtout connue en France parce qu'elle avait participé à la saison 5 de Star Academy. C'était en 2005. Elle avait été éliminée au 5e Prime. Je crois que vous avez aussi la Star Academy. Oui, on a une déclinaison, oui. Oui, on ne s'en sort pas. Ah non, on est sorti finalement de la Star Academy. Ah oui, nous on ne l'a plus aujourd'hui, et c'est plutôt tant mieux. En tout cas, Jill avait participé en 2005 à la Star Academy, donc c'est une Belge qui participait à la Star Academy française. Elle avait été éliminée au 5e Prime, et donc elle a travaillé un temps pour une entreprise familiale, elle a eu des enfants, et elle est revenue en 2015 sur les écrans en devenant speakerine et animatrice en Belgique.
Et on l'a aussi vue en France dans une émission sur W9 qui s'appelle OFNI. Donc elle était assez présente à la télé, mais elle est aussi présente sur YouTube. En fait, elle avait tenté déjà de se faire une place en 2015 avec une chaîne humoristique qui s'appelait Vie de mère, sur son quotidien un peu agité de mère de famille, mais ça n'avait pas trop marché. Et c'est en mai 2017 qu'elle est revenue et que là, ça a beaucoup mieux marché avec Silent Jill, une chaîne qui est consacrée à l'horreur. Donc quasiment toutes ses vidéos sont de l'urbex horrifique. Elle va dans des lieux abandonnés qui ont souvent une histoire un petit peu effrayante, hein, genre une maison qui appartenait à un ancien dentiste qui aurait massacré ses clients, enfin voilà, ce genre de choses. Elle y va en mode chasseuse de fantômes avec des invités pour se faire peur principalement. Et elle ne travaille pas seule, elle a un caméraman avec elle, il s'appelle Chris, c'est aussi son monteur, on le voit très peu à l'écran. Et Chris aussi est présent dans la vidéo du Grand JD et c'est important de le savoir. Alors maintenant, je vais vous dire ce qui se passe dans cette fameuse vidéo. Pourquoi est-ce que tout le monde en a parlé à ce point-là? Donc c'est une vidéo qui dure 30 minutes. On les voit tous les trois qui sont dans une grande maison, il est vrai, un peu inquiétante, hein, surtout quand elle est filmée de nuit. Une maison laissée à l'abandon, dans un lieu qui n'est pas déterminé, dans la campagne belge. Et dès les premières minutes qui suivent leur entrée dans la maison, on entend déjà des bruits, comme des coups répétés. Et la suite, c'est carrément un train fantôme. On entend des bruits de pas au plafond, on entend une vitre qui se brise, encore des coups, vraiment comme s'il y avait une activité paranormale. Et alors que le Grand JD, généralement, reste plusieurs heures sur les lieux, voire toute la nuit, là, ils partent au bout d'une heure. Et celle de Jill, parce qu'en fait, c'était une collaboration, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, il y avait la version de Jill et la version du Grand JD. Les siennes durent 35 minutes et on voit à peu près la même chose. Sauf que dès la sortie de cette vidéo, les internautes ont évidemment eu des doutes, parce que ça ne ressemble pas au Grand JD d'avoir une vidéo dans laquelle il se passe des phénomènes paranormaux. Et donc forcément, là, s'il s'en passe pour la première fois sur sa chaîne, les gens ont des doutes. Et là, il y a GusDX. GusDX, qui est un petit peu connu sur le YouTube français, puisque c'est un ancien chasseur de fantômes. Il a analysé le son de la vidéo. Et ce monsieur-là, il a une formation d'ingé son. Et on peut dire qu'il s'y connaît en fake, parce qu'en 2016, il avait été prouvé qu'il avait truqué une de ses enquêtes pour faire croire à des phénomènes paranormaux. En fait, il avait fait une vidéo qui s'appelait la vidéo de la tour Moncade. Il était dans un vieux bâtiment, et il a fait comme s'il se passait des phénomènes paranormaux. Il avait entièrement truqué toutes les choses. C'est vrai que ça faisait, je crois, à ce moment-là, environ 1 an et demi qu'il faisait des vidéos paranormales où il se passait rien, forcément. Et là, il avait voulu offrir un divertissement à ses abonnés, sans leur dire, en leur mentant par omission, que c'était totalement du fake. Donc lui, il s'est fait avoir. Et aujourd'hui, il essaye de faire un monde honorable et on le voit de temps en temps analyser certaines vidéos d'autres chasseurs de fantômes pour voir avec son expertise d'expert en fake si effectivement il y a des erreurs. Et donc lui, il a évidemment analysé les coups. Il en est arrivé à une conclusion qui est irréfutable, hein. Quand on écoute le son, on ne peut pas avoir une autre idée. Les bruits sont beaucoup trop réguliers pour avoir été effectués en direct. C'est très clairement un enregistrement qui a sans doute été diffusé dans la maison avec une enceinte Bluetooth. Il faut noter également que Jill et Chris étaient déjà allés au manoir ensemble pour une précédente vidéo, qu'ils avaient aussi entendu des bruits, mais qu'il y avait une porte qui avait claqué. Il y avait aussi un son un petit peu inquiétant de boîte à musique pour rentrer dans une atmosphère un peu plus étrange. En gros, on se dit que les phénomènes n'ont lieu que quand Jill et son caméraman Chris sont sur les lieux. Alors forcément, les internautes étant ce qu'ils sont, malheureusement parfois, Silent Jill a été victime de harcèlement. Et ça, c'est pas bien, on ne le répétera jamais assez. Beaucoup d'internautes l'ont accusé d'avoir piégé le Grand JD, et c'est vrai que son passé dans la télé-réalité et le fait qu'elle travaille pour la télé ont beaucoup compté, mais aussi le fait que ce soit une femme sur YouTube, malheureusement, ça a suffi pour attiser la haine d'une bonne partie du public. Et malheureusement, elle n'y était pour rien. Parce qu'il y a eu une contre-enquête sur cette vidéo, une contre-enquête qui a été menée par le Grand JD lui-même. Alors le Grand JD, lui, il a une réputation à tenir, donc il a mené l'enquête, il est retourné sur les lieux avec un ami de confiance, il y est retourné incognito, c'est-à-dire qu'il a pris vraiment des fringues camouflage, il s'est fondu dans la nature, il a vérifié l'activité autour de la maison, qui rentrait, qui sortait, histoire de voir s'il y avait des gens qui pouvaient mettre en place un fake. Il y est retourné tout seul une nuit, il n'a constaté aucune activité paranormale, et il a constaté qu'il y avait beaucoup d'endroits pour se cacher et pour produire des sons dans la maison. Et après avoir analysé les images et les rushs, il a immédiatement soupçonné Chris, le caméraman, d'avoir organisé tout ce canular. En fait, il suspecte Chris d'être de mèche avec des complices. Il y a des moments sur les vidéos où on voit que Chris indique leur position dans la maison sans raison apparente. Il y a des moments où il essaye un petit peu de les guider, de les ralentir dans leur évolution dans la maison.
Alors Chris lui a maintenu que non, qu'ils s'étaient tous fait piéger par des amis à lui qui avaient eu vent de leur projet de vidéo. Et donc à ce moment-là, ces gens-là auraient piégé au moins à 3 reprises Chris et Jill, puisqu'ils sont passés 3 fois dans la maison. Donc forcément, le Grand JD, face à ça, a renommé sa vidéo en le meilleur prank de 2017, puisqu'on n'est plus sur un manoir hanté, malheureusement. Et alors, le vrai mystère, et c'est là que je trouve que ça devient un peu plus intéressant, il en reste encore un, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec l'affaire, qui maintiennent qu'il y a quand même eu une activité paranormale au manoir. C'est-à-dire des gens qui y sont allés quand Chris et Jill n'y étaient pas. Il y a un autre spécialiste de l'urbex français qui s'appelle Mamie Twink, qui est un ami du Grand JD, qui allait lui-même faire son enquête de son côté, sans en parler à personne. Voilà, il allait voir ce qu'il en était. Et en allant au manoir, il a croisé 3 jeunes garçons qui étaient devant et qui lui ont dit qu'ils avaient passé un moment la nuit dans la maison et que eux avaient aussi entendu des coups. Alors Mamie Twink, lui, a passé la nuit aussi, il n'en a pas entendu, mais le témoignage reste curieux. Est-ce que les jeunes qu'il a vus devant la maison se sont persuadés tout seuls qu'il y avait des bruits parce qu'ils connaissaient la légende? Est-ce qu'ils sont de mèche avec les auteurs du canular? Est-ce que ce sont les auteurs du canular eux-mêmes? Ou est-ce qu'ils ont vraiment entendu quelque chose? Malheureusement, ces questions restent aujourd'hui sans réponse. Je suis mitigé par tout ça. Ouais, je connaissais pas cette histoire du tout, ni même le Grand JD. Je crois que je vais aller faire le tour de sa chaîne très bientôt. Ah, je vous conseille vivement celle qui fait dans la forêt d'Aokigahara, c'est assez drôle. Est-ce que c'est, si je me trompe pas, est-ce que c'est la forêt des suicidés? Exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Hein. C'est celle-là. Il y a un film qui a été fait là-dessus, on en avait parlé d'un inspiré de faits réels. Il y a même plusieurs films, mais oui, il y avait le film d'horreur La Forêt, avec Nathalie Dormer, qui joue notamment dans Game of Thrones et Hunger Games. Et oui, on en avait parlé dans notre autre podcast qui s'appelle Inspiré de faits réels. On avait fait un numéro sur la forêt d'Aokigahara où on racontait toute l'histoire de cette forêt, qui en fait est un lieu associé à la mort depuis très très longtemps. C'est pas juste récent avec le phénomène des suicides. Ça remonte vraiment à il y a très longtemps. C'est là que Paul Logan avait fait son... Oui, exact. Oui. Vidéo, ouais, c'est ça, ouais. Qui a mis fin à sa carrière. Voilà, ouais. Malheureusement, non. Non, on s'entend, mais ça lui a fait quand même mal. Mais ça a l'air tout de même d'une histoire pour mousser un peu le capital de tout le monde. Hein. Veut pas... cette notoriété-là, qu'elle soit vraie ou fausse, du moins, ça attire un peu des fans, un peu comme un cas qu'on avait parlé, notre premier épisode de Distorsion, Marina Joyce, qui avait eu des foudres sur YouTube, qu'on n'a jamais vraiment su si c'était vrai ou non. Tout ça, ça lui a attiré énormément de notoriété et d'abonnés. C'est vrai que c'est pour ça que les internautes avaient immédiatement suspecté Silent Jill, parce que sa chaîne était très récente et elle avait beaucoup moins d'abonnés que le Grand JD, et c'est vrai qu'elle avait peut-être un peu plus besoin de se faire une place sur YouTube. Le Grand JD, en l'occurrence, je suis pas sûr, je pense qu'il s'est vraiment fait avoir dans l'histoire, parce que ça se peut bien, oui. Ça paraît assez étrange que quelqu'un qui ait une image aussi sérieuse sur YouTube, de quelqu'un qui fait vraiment des enquêtes abouties et sans sensationnalisme, se laisse aller à ce genre de choses sur une vidéo. Ça m'étonnait du personnage, en fait. Je le suis depuis quelques années et j'étais assez surpris de voir cette vidéo, en fait, sur le coup. Merci beaucoup, Mathias. Histoire très intéressante et on va définitivement garder un œil là-dessus. On m'a dit aussi que, les gars, vous auriez des suggestions pour nous parce que, évidemment, il y a plusieurs mystères que vous avez couverts ou qui vous intéressent dans vos recherches au quotidien, qui touchent le monde du numérique, je crois. Alors, le monde du numérique, des technologies en général. Moi, je suis numérique, mais numérique années 60. C'est analogique, ça. Atari, ouais. C'est ça. Au moment où les ordinateurs faisaient la taille d'une pièce. Non, il y a une histoire qui m'avait pas mal intéressé, qui est récente en plus, qui est celle des attaques acoustiques. Alors, les attaques acoustiques, c'est pas quelque chose de particulièrement récent. Encore qu'aujourd'hui, je pense qu'ils utilisent des instruments numériques pour les propager, mais c'est notamment les attaques acoustiques, les prétendues attaques acoustiques, puisque c'est assez difficile de dire si elles ont eu lieu ou non, de l'ambassade américaine à Cuba. Oui. Qui a eu lieu en fin 2017. Enfin, si on se reporte à la chronologie, elles ont commencé au début du mandat de Donald Trump, mais elles n'ont été médiatisées qu'à la fin de l'année de 2017. Et oui, ces attaques acoustiques sont assez passionnantes. Alors, je sais pas si vous, c'est des thèmes en particulier, parce que là, on est sur l'utilisation de techniques, certes, mais vous êtes vachement numérique web, en fait. Parce que j'avais lu aussi une autre histoire
Je sais pas si vous l'aviez traité. J'avais adoré votre épisode où vous parliez des petites annonces, des meurtres. Oui, sur Craigslist. Ouais. J'avais particulièrement adoré. J'avais croisé un article je crois que c'était en Angleterre, le nombre croissant de meurtres qu'il y avait avec les applications de rencontres et notamment Tinder et Grindr. Ah oui, ben oui, bien sûr. Alors, je sais pas si ça c'est un truc que vous avez peut-être déjà traité d'ailleurs. Pas encore. Les histoires de meurtre de Tinder, ça n'y sera. Ouais, Tinder, non. Ouais, quelques histoires de catfish. Là, oui, du catfishing, oui, quand même. Lorsqu'on prétend être quelqu'un d'autre, puis que finalement, on arnaque la personne rencontrée. Si Mathias avait, je crois qu'il en a aussi. J'en ai quelques-unes, effectivement. Enfin, j'en ai deux, en l'occurrence. Il y en a une, alors, je pense que c'est plus une creepypasta qui essaye de se donner un genre et qui essaye d'être vrai. J'ai envie que ce soit vrai, mais je ne suis pas sûr, et j'aimerais bien que vous enquêtiez là-dessus. C'est l'histoire de Nine Mother, Nine Horse, Nine Eyes, Nine. Donc ce personnage-là, c'est une personne qui a commencé à poster des messages sur Reddit, je crois que c'est en 2016, en disant qu'il avait participé à des expériences scientifiques secrètes où on avait filé du LSD à des populations et qu'on les avait mis en vase clos pour qu'elles développent des technologies des technologies différentes. Et en l'occurrence, ils seraient revenus plusieurs années après, et ils auraient découvert, et alors là, ça fait froid dans le dos, des technologies à base de chair humaine. Des portails de chair. Mon Dieu. Donc, c'est-à-dire que quand on regarde dedans, c'est comme un puits, mais organique, qui ressemblerait à une gorge, en quelque chose, vous voyez, et qui seraient des passages vers d'autres dimensions, un petit peu comme des Stargate, si vous voulez, comme dans la série. C'est très Cronenberg aussi dans l'idée. Oui, vraiment, j'ai eu la même image. C'est très body horror, ça fait peur. Donc voilà, vu tout ce qui se passe, voilà, j'ai du mal à me dire que c'est vrai, mais j'aimerais bien quand même que ce soit vrai. Mais je vous conseille de regarder ce qui s'est passé. Donc c'est Nine Mother, Nine Horse, Nine Eyes, Nine. Ça se passe sur Reddit, et voilà, les messages sont extrêmement flippants. Donc voilà, c'est très très effrayant. Et l'autre chose, mais vous en avez sans doute entendu parler parce que ça avait beaucoup fait parler en 2016, c'était cette étrange vidéo qui était apparue, je crois, sur un blog suédois où on voyait un homme avec un masque à bec dans un hôpital psychiatrique abandonné en Pologne. En fait, c'était un blog suédois qui avait reçu un DVD sur lequel il y avait cette vidéo. Et à l'intérieur, il y a plein de caractères étranges, des caractères en police wingdings de Word, des codes à déchiffrer. Et ce serait une énorme énigme d'Internet. Et donc voilà, je ne sais pas si c'était un stunt ou si c'était un vrai mystère. Enfin voilà, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, très certainement, Mathias. En fait, ça a même été une suggestion de nos auditeurs à quelques reprises. Oui. La fameuse vidéo avec l'homme avec le masque de la peste, je crois. Oui, je pense que c'est ça. Oui, exactement, avec plusieurs énigmes qui étaient véhiculées dans la vidéo, des images cachées là sur un frame là, de la vidéo, des choses comme ça. Il semblerait, ce qui est un peu malheureux dans cette histoire-là, mais ce fut passionnant là, pendant que les énigmes étaient en cours de résolution sur Internet. Par contre, c'est une histoire qui a été un peu complètement debunk, si on veut. Il s'agissait d'un genre de projet artistique sans véritable but derrière, qui a quand même été bien mené, mais il y a eu des interviews réalisées avec l'auteur. L'auteur s'est révélé un jour à la caméra, comme quoi c'était vraiment lui qui était derrière tout ça. Et puis, il semble ne plus vraiment avoir de mystère autour de ce sujet-là. Je crois que on peut quand même garder un œil là-dessus, mais il semblerait que ce fut une énigme, là, un peu comme Cicada 3301, mais qui a duré vraiment moins longtemps, en fait, et que ce serait un projet artistique derrière tout ça. D'accord, c'est un petit peu rassurant que ce soit un projet artistique. Oui, oui, parce qu'à l'époque, quand j'avais vu la vidéo pour la première fois, elle m'a foutu la trouille, sincèrement. Il y avait vraiment quelque chose de... Je suis un peu peureux de nature et j'aime avoir peur, donc ça m'avait... Je trouvais ça tout de même intriguant. Et même, à l'époque, je me souviens qu'on faisait certains parallèles avec Cicada, même les gens se questionnaient si ça ne pouvait pas avoir un lien, parce que justement, tu sais, c'est un peu le même concept d'aller chercher des trucs à travers quelque chose, donc une image, une vidéo, hein. Il y avait ce parallèle-là, mais... Ouais, il y avait un côté jeu de piste un petit peu. Ouais, exact.
Et puis, je suis en train de penser aussi, autre suggestion. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de mystère derrière, mais c'est une histoire que j'aime bien. C'est une start-up hongkongaise qui avait lancé une application qui permet donc déjà de se géolocaliser et de regarder en réalité augmentée autour de soi les appartements qui sont à vendre. Et parmi les caractéristiques de ces appartements, il y avait les meurtres qui avaient été perpétrés. Oh, mon Et, Dieu. et c'est une application. Alors, il y a moyen de se faire peur peut-être pour les fans de paranormal si vous trouvez un vieux hangar dans lequel vous voyez des petites icônes de meurtre sur l'application. Mais sinon, c'était une application qui a été utilisée pour faire baisser le prix de l'immobilier Oui, j'imagine, à Hong effectivement. Kong. Donc voilà, je sais pas si ça c'est le genre de truc qui peut vous. Oui, Je sais pas si oui, vous avez oui, cette oui, application-là, absolument. peut-être au Canada aussi, au Québec. Vous J'en avez ai pas peut-être- entendu parler. Je sais pas si ça sera autorisé sur le App Store de trouver les meurtres à proximité. Merci beaucoup pour ces histoires, messieurs. Il y a un sujet que j'aimerais aborder parce que une des histoires qu'on a abordées dans nos 2 podcasts respectifs, nous, de notre côté, ce fut l'épisode 2 de notre première saison, donc ça fait déjà un bon bout de temps. C'est l'histoire d'Elisa Lam, qui passionne les internautes depuis plusieurs années, et je sais que vous aussi, vous êtes plongé là-dedans avec passion. J'aimerais savoir quelle est votre théorie là-dessus. En fait, peut-être pour résumer rapidement, Elisa Lam est cette voyageuse canadienne d'origine chinoise qui est allée visiter la côte ouest américaine. Et elle a séjourné à Los Angeles, donc elle est allée dans différentes villes, à San Diego entre autres. Elle voulait se rendre à San Francisco, tout ça. Mais son périple s'est arrêté à Los Angeles, au fameux Cecil Hotel, là où il y a eu déjà des épisodes de suicide, où Richard Ramirez, le tueur en série, aurait séjourné. Donc un hôtel avec déjà un bon historique. Et puis Elisa Lam aurait été retrouvée, malheureusement décédée, dans le réservoir à eau sur le toit de l'hôtel après plusieurs semaines après qu'elle a été portée disparue, et elle a été retrouvée nue dans ce réservoir-là, noyée. Et quelques semaines avant, on avait diffusé sur Internet une vidéo troublante d'elle dans un ascenseur de l'hôtel où elle semblait avoir des hallucinations. Bref, on avait toute la recette pour une multitude de théories là, en allant des phénomènes paranormaux jusqu'à un enlèvement et un meurtre, jusqu'au suicide. Donc, un gros sujet. Vous, messieurs, vous l'avez couvert dans un de vos épisodes récemment. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là? J'ai traité l'histoire dans le bureau des mystères, donc j'avais fait quelques recherches dessus, et après avoir regardé pas mal de choses, ma théorie principale, en fait, reste celle de la police, finalement. J'ai envie de croire, je pense effectivement qu'il y a eu un épisode psychotique, et c'est ce qu'on voit sur la vidéo de l'ascenseur. Et quant à savoir comment elle s'est retrouvée sur le toit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que pour arriver sur le toit, normalement, une alarme aurait dû se déclencher si elle était passée, par la porte, tout simplement. En fait, j'avais dit dans le bureau des mystères qu'il y avait une vidéo sur YouTube qui avait été faite par 2 youtubeurs où on voyait eux, ils retournaient au Cecil Hotel et ils découvraient qu'il y a un endroit où il y a une fenêtre au 14e étage, donc c'est là où Elisa Lam était au moment de l'ascenseur. Cette fenêtre-là, quand on l'ouvre, il y a une échelle qui permet d'accéder au toit sans déclencher d'alarme. Alors moi, ma théorie, c'est qu'elle a eu un épisode psychotique, qu'elle a voulu échapper à quelqu'un ou quelque chose qui n'existait sans doute pas, c'est une crise de paranoïa, qu'elle a voulu aller sur le toit, donc elle y est allée par cette échelle, qu'elle a voulu se cacher à l'intérieur du réservoir. Donc je sais que la porte du réservoir est assez lourde, et je pense que dans ces cas-là où on est dans des états de panique assez intenses, on peut avoir la force de soulever des choses assez lourdes. Je pense qu'elle a soulevé tout simplement le couvercle, qu'elle est allée à l'intérieur, et que malheureusement, une fois qu'elle était à l'intérieur, elle a été prise au piège, et qu'elle n'a plus pu en sortir. Moi, c'est ma théorie là-dessus. C'est une Moi, théorie je suis vraiment assez intéressante, d'accord. oui. Ouais, non, mais je vois difficilement en fait le fait. On avait parlé aussi du fait qu'elle avait enlevé ses vêtements. Ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, je sais pas à quel niveau était le réservoir en fait d'eau. Est-ce qu'elle avait pied ou pas? Il y a ce genre de détail aussi qui peut être intéressant. Mais on peut supposer qu'à un moment donné, ben si elle est tombée dans l'eau et qu'elle n'a pas pied, s'il ne fait pas très froid, elle a tout intérêt à enlever ses vêtements pour ne pas être alourdie par ces vêtements-là, par Effectivement, exemple. ouais. Et donc peut-être qu'elle aurait eu un épisode psychotique, peut-être qu'après elle serait retournée parce qu'apparemment il lui manquait des médicaments. Il me semble, elle n'avait Oui, pas pris ses oui. médicaments.
Donc je sais pas si c'est un épisode qui après dure indéfiniment tant qu'elle ne les prend pas, ou s'il peut y avoir un retour à la normale. Donc Puis, ouais, je pense. il y avait ce qui s'était passé la veille aussi, enfin la veille ou 2 jours auparavant, je ne sais plus exactement, mais où elle était dans une chambre partagée et où finalement son colocataire s'était plaint à la direction de l'hôtel et elle avait été changée de chambre par rapport à son comportement étrange, si je me souviens bien. Donc ça corrobore plutôt ça, qu'elle était dans une période assez compliquée quand elle était au Cecil Hotel, quoi. Tout à fait. Je pense que c'est un peu notre interprétation à nous aussi. Il y a beaucoup moins de mystère lorsqu'on regarde justement des vidéos de gens qui sont retournés au Cecil Hotel. C'est-à-dire que je crois que le mystère réside plus dans comment elle se sentait lorsqu'elle était dans l'ascenseur. Puis il y a aussi une part de mystère que moi je n'arrive pas à me résoudre. C'est pour quelles raisons les policiers auraient lâché cette vidéo-là dans la nature. Édité. Oui, qui est une vidéo forcément éditée là, lorsqu'on regarde le time code. En fait, les chiffres, je crois, se déroulent plus vite que le temps normal et il y a certains sauts là, dans l'espace-temps. Sachant que le Cecil Hotel est truffé de caméras, il y a des caméras partout, là, dans tous les coins des corridors. Pourquoi est-ce que les policiers, alors qu'ils ne savaient pas ce qui lui était arrivé, ont sorti cette vidéo-là qui est quand même assez troublante, qui laisse place à plein d'interprétations sur que ce soit paranormal ou autre, alors que le but, c'est simplement de l'identifier. Si le but était d'identifier Elisa Lam, pourquoi ne pas avoir sorti une vidéo provenant de la réception de l'hôtel ou d'un corridor? Pourquoi sortir cette vidéo-là où vraisemblablement elle est en panique? Même seulement la photo, tout simplement. Oui, voilà, exactement, ce que j'allais dire. C'est vrai que c'est la chose finalement la plus étrange dans cette affaire, c'est pourquoi cette vidéo, pourquoi monter de cette manière. Parce que c'est vrai que, voilà, sans rentrer dans les théories du complot, c'est vrai qu'il est évident qu'il y a un montage sur la vidéo, ne serait-ce que par rapport au couple. Et c'est vrai qu'on avait vu que quand on la ralentissait un petit peu, les gestes étaient moins saccadés et donc beaucoup moins étranges finalement. Non, et même de soulever le couvercle du bassin, il me semble que c'est... il n'était pas ouvert, le couvercle aussi, dans du réservoir. Ça aussi, il me semble que comment elle a pu se glisser à l'intérieur seule, il y avait ce mystère-là aussi. Moi, j'ai de la difficulté à croire les gens de l'hôtel là-dedans. En fait, quand ils nous disent qu'il y avait véritablement le système d'alarme d'armée vers la porte en haut. Il y a des YouTubers qui sont allés, qui ont ouvert la porte. Le système d'alarme ne s'est jamais déclenché. Donc moi, j'ai de la difficulté à croire ça. On nous dit par la suite que le couvercle était fermé une fois qu'elle était à l'intérieur. Est-ce que c'est vraiment vrai? J'en doute. Je sais qu'encore une fois, il y a des photos des réservoirs à eau qui ont été montrés. Là, des semaines après, il y avait encore des réservoirs d'ouverts qui n'étaient pas cadenassés. Donc j'ai de la difficulté. On dirait que j'ai l'impression que l'hôtel essaie de préserver son image, même si elle n'est pas très reluisante, mais de ne pas rajouter une couche de ténébreux sur leur aura. Ouais, exactement. Mais je crois pas du tout, on dirait, ce que les gens de l'hôtel nous racontent là, par voie officielle. Là. Peut-être qu'il y a une histoire d'assurance où ils ont voulu se couvrir, parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas l'alarme et qu'une personne a accédé au toit de l'hôtel et s'est noyée là-dessus, potentiellement pour eux, voilà, ça peut être compliqué. Ils peuvent avoir une part de responsabilité puisqu'ils auraient dû verrouiller la porte et il y aurait dû y avoir une alarme. Donc, et même généralement, il y a des rapports. Oui, il y a même des rapports d'alarme généralement. Je veux dire, c'est comptabilisé à quelque part. On n'a jamais eu de trace de ça, à moins que ça m'échappe. Là. Donc, c'est une histoire qui est toujours aussi nébuleuse. Exactement. Il y a un détail assez amusant qu'un de nos auditeurs nous a envoyé. Alors, là, on entre vraiment dans de la théorie du complot. Hein. Mais elle était allée au Last Bookstore à Los Angeles lors de sa dernière journée. Et quand on va donc sur l'équivalent de société.com, enfin, pour aller voir les informations sur le business du Last Bookstore, il y a des adresses postales qui sont référencées. Et quand on va chercher l'adresse sur Internet, on se rend compte que sur le GPS, sur Google Maps, ça nous envoie directement à proximité de la maison funéraire au Canada où était Elisa Lam. Ah oui, mon Dieu, curieuse coïncidence. Alors, du coup, c'est très étrange. Ah oui, j'adore ça. C'est un petit détail assez amusant. Je vous incite à aller regarder. Il y a quelques vidéos qui ont été faites là-dessus où une personne va récupérer l'adresse, la tape dans Google Maps et on voit le truc et se fait oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?
C'est un easter egg, en fait. Oui. On dirait Un easter egg de Google Maps. Ouais. Ben, merci beaucoup, messieurs, pour ces histoires. Ce fut un plaisir. Vraiment, oui. On vous rappelle le concept ici. Donc, Charles et Mathias nous ont raconté 2 histoires chez Distorsion. Nous, on a fait de même pour le Bureau des Mystères. Donc, on a raconté 2 histoires spécialement pour Charles et Mathias dans un épisode du Bureau des Mystères qui sortira sous peu. Et en plus, Charles et Mathias se sont prêtés au jeu et dans leur propre épisode, nous parlent de 2 histoires canadiennes aussi. Donc, c'est un épisode 100% Canada du Bureau des Mystères qui va sortir sous peu, je crois. On vous tiendra au courant. Messieurs, dites-nous où on peut vous trouver. Mais écoute, Alors. Charles, je t'en prie. Eh bien, sur Twitter, notre compte Twitter, @BDM le podcast, ou sur notre page Facebook, Charles et Mathias, avec le petit sous-titre Le Bureau des Mystères inspiré de faits réels, puisqu'il s'agit de notre 2e podcast. Ou aussi sur le site de Riviera Ferraille, Évidemment. Bien sûr. Le label dans lequel on officie. Et ce podcast inspiré de faits réels, qui est votre autre podcast, de quoi vous parlez là-dedans, messieurs? Alors, on parle en fait de films, principalement de films d'horreur. Il y a aussi quelques thrillers, mais c'est principalement des films d'horreur qui sont inspirés de faits réels. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer on vous raconte les faits réels. Et ensuite, dans un deuxième temps, on parle du film et on regarde les différences entre la réalité et la fiction, tout simplement. Intéressant. Essayer de voir un petit peu comment, sur une histoire qui s'est réellement passée, finalement, on greffe parfois un arc narratif de personnages fictifs. Oui. Comment on joue, comment on s'arrange, en fait, quel est le travail de scénarisation aussi vis-à-vis de ces faits. Qu'est-ce que c'est comme matière finalement de travailler à partir de la fiction ou de travailler à partir de faits réels. On essaie de parler de ça. Après, on est assez large, parce qu'on a des films qui des fois sont moyennement inspirés ou sont inspirés de choses un peu lointaines, alors que des fois on a des films qui essaient de coller à la réalité. Je repense à Memories of Murder ou des films comme ça où il y a de Bong Joon-ho, où il y a quand même une base de faits réels qui est assez présente dans le film. En fait, vous l'avez compris, ça s'appelle Inspiré de faits réels, mais on parle beaucoup de films d'horreur, en fait, parce que c'est ce qu'on aime bien. On pourrait parler d'autres films, mais on parle beaucoup de films d'horreur. Mais j'y pense d'ailleurs, je crois que vous aviez des recommandations, non, pour nous, pour le Bureau des Mystères. Il me semble qu'on les a pas faites. Oui, tout à fait. C'est vrai, absolument. Ben, nous, on a plusieurs, vous savez, le Canada est un pays où il y a plusieurs disparitions, plusieurs ovnis ont été vus aussi. Donc, moi, je vous suggère quelques histoires comme ça que vous pouvez creuser qui cadrent un peu moins dans notre domaine numérique chez nous à Distorsion. Un de ceux-là, c'est le trésor de Oak Island, qui est situé en Nouvelle-Écosse, là, donc dans l'est du Canada, qui est un trésor qui apparemment serait localisé sur l'île de Oak Island depuis des centaines d'années. Même que plusieurs explorateurs, même John Wayne, le réalisateur de films western, aurait investi là-dedans. Il y a encore des gens qui investissent en ce moment pour trouver ce fameux trésor. Et à chaque fois qu'ils font des excavations dans le sol de Oak Island, ils finissent par atteindre des galeries souterraines qui sont à des centaines de mètres dans le sol. Et à chaque fois qu'ils percent ces galeries souterraines-là, les galeries sont inondées par des trappes qui ont été creusées jusque dans l'océan. Donc, il semble avoir une véritable infrastructure mise en place pour protéger le sol, vraiment créé avec une très bonne ingénierie là, pour protéger les gens et protéger ce fameux trésor. Donc, selon moi, ça semble être un sujet complètement dédié pour le Bureau des Mystères. Ah oui, puis il me semble, il n'y a pas une télé-réalité ou quelque chose comme ça qui c'est parle vrai. de ce... Oui, ça va plaire à Mathias. Je sais qu'il aime bien là. Ah oui. Télé-réalité. Je te comprends. Puis un autre sujet que je vous suggérerais en fait, qui est vraiment les ovnis à Montréal. Vous savez, en 1990, à Montréal, au-dessus, on a parlé de l'hôtel de Garou un peu plus tôt. Ben en fait, dans l'épisode du Bureau des Mystères, pour ne pas divulgacher l'épisode du Bureau des Mystères. Mais lors des années 90, il y a une soucoupe volante qui est restée au-dessus de l'hôtel Bonaventure à Montréal
Montréal pendant plusieurs heures. Et il y a des centaines de personnes qui ont été témoins. Il y a des centaines de gens qui ont vu cette immense forme là, qui semblait être grande comme plusieurs terrains de foot. Et puis, même des journalistes en ont pris des photos. Et évidemment, le gouvernement canadien, l'armée canadienne a envoyé des jets pour voir si c'était bien le cas. Et lorsque les policiers ont tenté de récupérer les rapports, eh bien, tout avait disparu. Donc, il y a vraiment un gros mystère en lien avec cet ovni de Montréal dans les années 90. Donc, je vous suggère fortement, messieurs, de regarder ça de votre côté et d'enquêter afin qu'on puisse finalement classer ce mystère. Vous nous rajoutez du travail, en fait, là. Oui. Ben oui, personne n'a dit que ce serait simple, tout ça. On aura peut-être besoin encore d'aide pour ces dossiers, Charles. Ouais, c'est pas impossible. Ouais. Ben, merci beaucoup de votre collaboration, messieurs. Merci de faire briller le podcast d'enquête de votre côté de l'océan. C'est bien d'avoir des comparses qui traitent des sujets similaires aux nôtres et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça un jour. Ah bah avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Et on vous laisse pour terminer, comme c'est la tradition chez Distorsion, le mot de la fin. Oui, pour ne manquer aucune énigme, écoutez Distorsion et le Bureau des Mystères. Oh oui. Wow.